certains, comme Yinui Menuhin ou Maurice Béjart, ont rencontré, ont reçu cette imprégnation finalement de personne à personne. D'autres, comme nous, l'ont découvert après à travers les enregistrements. Alors la question, c'est peut-être que découvrir une œuvre à titre posthume uniquement à travers des enregistrements, en quoi cela finalement est-il si différent? Et est-ce que ça change quelque chose dans l'appréciation de cette musique? Moi, je pense que ça change quelque chose, c'est certain. Parce que, alors je sais que quand j'ai découvert la musique d'Ostad Elahi, ça s'est fait en plusieurs temps. Donc déjà, je vous ai expliqué la première erreur que j'avais faite. Ensuite, j'ai écouté les enregistrements en prenant le temps. Et ensuite, j'ai découvert son fils qui jouait en vidéo. C'est quand même une autre étape que d'écouter quelqu'un et ensuite de le voir jouer. Même si c'est pas Ostad Elahi, c'est son fils et c'est une transmission directe. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir la troisième étape, de voir en vrai ce que c'est. Et je pense que l'expérience est encore incomparable parce que l'expérience du concert ou de la musique vécue en vrai, de la vibration, elle ne se compare pas. Du coup, je sais que j'ai été fasciné d'autant plus quand j'ai vu Sharok Elahi jouer le tambour parce que il y a ce rapport à la gestuelle qui est complètement fantastique. Et bon, comme je vous le disais, en tant que guitariste, en plus, moi, je m'identifie à plein de modes de jeu utilisés, mais qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que bon, on a autant de doigts, il y a moins de cordes sur le tambour, mais tout ce qui se passe dans la gestuelle est complètement incroyable. Euh, du coup, le fait de le voir, je trouve ça encore plus fort. Et le fait de le voir en vrai, alors là, si un jour on a l'occasion de voir quelqu'un jouer du tambour en vrai, alors je serais très très heureux parce que je pense que la perception n'est pas la même. Alors, par rapport à l'idée de jouer des œuvres posthumes, en tout cas d'écouter des œuvres posthumes, je ne fais presque que ça puisque je joue que des compositeurs qui sont décédés. Bon, bien sûr, je joue de la musique contemporaine, 20e siècle, mais l'approche de jouer une œuvre qui a été composée il y a 2 siècles ou qui a été jouée il y a 50 ans, c'est de comprendre la source même de cette création. Je ne suis pas étonnée d'entendre que des stagiaires puissent être sensibles à cette musique parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vibration, même si ce n'est pas la vibration réelle. Mais la vibration, je crois que dans la musique d'Ostad Elahi, c'est fondamental. La façon dont il accorde les intervalles, Menuhin parlait de la carte, de la quinte, qui ne sont pas justes. C'est pas la justesse qu'on connaît, c'est une justesse qui est liée à son âme et à l'invisible. Et je pense aussi à cette idée de vibration que l'on retrouve dans la physique quantique quand on parle de la vibration des atomes, la théorie de la corde, des harmoniques. Ce sont des termes qu'on retrouve à la physique quantique et qu'on retrouve dans la musique. Et je crois qu'il nous rappelle justement dans sa démarche musicale et éthique à quel point nous sommes liés à ces éléments vibratoires, peut-être qui sont même existants avant même que l'homme existe sur Terre. Il nous rappelle à cette dimension presque originelle de l'âme qui existe dans la nature et dans l'homme. Et je me dis qu'au final, le temps n'existe pas. On n'a pas eu la chance de le voir en vrai, mais j'ai l'impression que son héritage est absolument immortel parce qu'il nous amène à l'immortalité par cette idée de la vibration universelle. Oui. En fait, dans cette musique, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de repère. Tout à l'heure, Micha parlait effectivement de ces rythmes à 5, 7, parfois 10. Et donc il n'y a pas de symétrie en fait. Et souvent c'est des rythmes qui font 5, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 7, 10, 10, 10, 5. Et alors quand évidemment on est musicien professionnel, on a ce gros défaut, c'est d'analyser parfois les choses, comme quand on va entendre une symphonie de Mahler et puis on dit tiens, ce passage entre mi bémol mineur et la majeure, c'est quand même... Et puis là, on perd tout, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Mais par contre, on peut essayer d'expliquer aussi que ce phénomène de vertige, en fait, au moment où le sol s'échappe, pardon, moins poétique que la musique où le sol se dérobe, c'est justement là où la poésie se fait. Et donc cette improvisation, il est dans l'improvisation de tous les instants. Donc il y a à la fois une structure très, très, comment dirais-je, un savoir-faire exceptionnel où on peut faire ça,
mais en même temps, c'est pas prévu à l'avance, c'est que dans l'instant. Et donc, il y a quelque chose de très très intime en fait dans cette musique. C'est peut-être moins transcendant que immanent. Enfin, c'est quelque chose qui est là, quoi, qui est présent et qui nous parle à l'individuel. Et donc, pour moi, c'est ça qui me touche quand j'écoute cette musique, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer. C'est fait avec une virtuosité et effectivement une détente absolue. On a vu effectivement, tout est dans la détente. C'est presque une incarnation en fait. C'est une incarnation au sens, voilà, pas forcément au sens christique du terme, mais peu importe. Mais c'est là où effectivement le corps et l'esprit ne font plus qu'un, et cet instrument qui est là au milieu, qui est une sorte de passage entre terre et ciel, peu importe les mots qu'on utilise. Et ça crée une émotion effectivement extrêmement puissante et qui nous ramène à quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que ce fondamental? On pourrait en parler pendant des heures. Je ne sais pas si on a prévu d'autres conférences, parce que c'est passionnant. On peut jamais vraiment dire, on pourra jamais vraiment le dire, mais on peut le rendre poétique. On peut goûter en fait ça, et je pense aussi qu'on peut le goûter aussi dans la vie de tous les jours, et pas simplement dans la musique, dans d'autres formes d'art, et pas seulement. Et voilà, donc moi je parlerai vraiment de perte de repères sensible et intime. Alors, je trouve que c'est une grande chance qu'on a, justement, c'est d'avoir combien d'heures? Il y a d'enregistrement 40 heures d'Oustad Ali. Donc, on a quand même, heureusement, des traces, parce que finalement, c'était pas donné qu'on puisse pouvoir l'écouter un jour. Donc, déjà, ça, c'est un cadeau extraordinaire de pouvoir avoir ces enregistrements, même si parfois le son est peut-être pas parfait, mais ça me dérange pas. Je suis habitué aussi, en tant que jazzman, à écouter énormément d'enregistrements, de concerts des grands maîtres. Et donc moi, j'ai passé mon temps à étudier des maîtres posthumes également, hein, puisque Charlie Parker, John Coltrane, Django Reinhardt, qui sont tous des maîtres, évidemment. Il n'y a pas de film non plus d'eux, en fait. Il y a beaucoup de disques, heureusement, mais il y a très très peu de films. C'est quand même incroyable de voir que Django Reinhardt, il existe un film et demi avec du son. Pourtant, il y avait la technologie à l'époque pour pouvoir le filmer, mais personne n'a eu l'idée, ni Charlie Parker. Il n'y a pas de film de lui. Donc voilà, donc on a quand même cette chance, et c'est quand même incroyable d'entendre ça, sachant que lui ne savait pas qu'il était forcément enregistré. Donc c'est vraiment quelque chose de vrai, de l'instant à ce moment-là, en fait. Et ça c'est vraiment incroyable, en fait.